ou à distance via notre streaming. Alors le Port Center a l'habitude d'organiser des conférences, des tables rondes qui portent, puisque c'est un peu dans son ADN, sur les métiers du portuaire et du maritime. Il y a quelques semaines, on était réunis ici même pour évoquer les métiers et les professionnels du transport fluvial. C'est une conférence qui a pas mal intéressé. On va également être très intéressant et assez originaux, je pense, ce soir avec les métiers et les pratiques qui concernent la plongée sous-marine. Le Port Center sera ouvert ce week-end, samedi très exactement, de 11h à 18h en non-stop. Le public pourra donc venir et voilà, découvrir différents fragments d'exposition, les métiers portuaires et maritimes, et notamment ceux liés à la plongée subaquatique, avec une partie de l'expo qui porte d'ailleurs sur le Griem. Voilà, vous aurez l'occasion de découvrir des clichés, peut-être d'échanger sur cette ambiance, ce monde sous-marin. Je me présente, je ne l'ai pas fait, c'est pas très poli. Je m'appelle Laurent Lemaire, je suis journaliste et je vais avoir le plaisir de vous accompagner durant cette soirée. Une soirée en immersion, là on peut vraiment le dire. Vous allez pouvoir y participer en posant des questions, vous ici dans le public, à la fin de notre table ronde, et puis également via le chat du streaming. N'hésitez pas à formuler des questions sur ce chat durant la conférence, et puis on pourra les poser à la fin de notre table ronde qui réunit donc 3 experts. Je vais vous les présenter. L'adjudant Guillaume Janssen du peloton de sûreté maritime et portuaire. C'est donc un gendarme maritime. Audrey Patreau qui est plongeuse, archéologue. Elle est membre d'une association qui s'appelle le Griem, qu'elle aura l'occasion de nous présenter ce soir. Et puis Grégory Blondel, chef de service travaux de la société Océlian. Océlian qui est une filiale de Vinci Construction qui intervient notamment, ça va vous parler, sur le chantier de la Chatière au Havre. On aura l'occasion avec lui d'évoquer ce chantier, puis ceux sur lesquels il a pu travailler pour Océlian. Guillaume Janssen, on va commencer par vous pour un petit mot de présentation. Je le disais, vous êtes gendarme, cela se voit. C'est vous qui nous avez apporté tout le matériel de plongée. On vous remercie vraiment sincèrement parce que ça va nous permettre d'illustrer nos propos tout au long de cette table ronde. Alors Guillaume, est-ce que vous êtes un gendarme converti à la plongée ou un plongeur qui s'est engagé dans la gendarmerie ? Donc bonjour à tous. Donc non, je suis un gendarme converti à la plongée et je n'étais pas du tout plongeur avant de rentrer en gendarmerie. Alors comment ça s'est fait, votre rencontre avec le monde subaquatique ? Alors ça a commencé en 2009 avec un déplacement alors que j'étais encore en gendarmerie mobile en Corse, où j'ai fait un baptême de plongée en Corse. Et puis le virus a commencé par là petit à petit. Pour, en 2013, passer des tests de sélection pour devenir plongeur en gendarmerie maritime et intégrer la gendarmerie maritime en octobre 2013. Donc ça fait un petit peu plus de 12 ans. Puis passer le diplôme de plongeur de bord de la Marine nationale en avril 2014. Mais qu'est-ce qui fait que d'un baptême de plongée en Corse, on imagine modifier un peu son orientation professionnelle, parce que vous étiez dans la gendarmerie mobile, ce qui n'a rien à voir avec la plongée sous-marine. Voilà. Quel a été le déclic qui vous a indiqué que c'était peut-être la voie à suivre pour vous ? Alors le déclic, est-ce qu'il y a eu un réel déclic ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui a germé petit à petit dans ma tête ? Donc en fait, c'est tout ce qui est le milieu aquatique me plaisait déjà initialement. Je suis quelqu'un qui a toujours vécu proche de la mer. Je suis originaire de Dunkerque, donc une mer encore plus froide. Donc ici, on est un peu aux Caraïbes. Je crois que c'est la première fois que j'entends cette expression pour la Manche au Havre. Mais bon. Il faut bien trouver des côtés positifs. Et donc, il fallait, pour moi, je me voyais me spécialiser en gendarmerie, trouver une spécialité. Il y avait plusieurs orientations, mais le côté vraiment
tourner vers la mer, puis la plongée, un monde qui est fascinant. Bon, c'est sûr qu'en Corse, on a une meilleure visibilité qu'ici, mais valait mieux commencer en Corse que peut-être commencer ici. Et qui m'a fait dire pourquoi pas tenter l'expérience et faire aussi un boulot qui est passionnant. Ça permettait aussi non seulement de se spécialiser et d'être un vrai technicien dans le domaine et vraiment, comment dire ça, en gendarmerie, la problématique, enfin c'est pas une problématique, mais on s'occupe de beaucoup de choses. Et là, ça permettait de se centrer et de devenir vraiment un professionnel d'une spécialité qui est la plongée et le domaine maritime dans son ensemble aussi par la suite. Ça, je ne le savais pas au départ, c'était quelque chose qui est venu, mais puis faire vraiment un boulot où tous les jours on y va avec le sourire, quoi. Alors justement, ce boulot, on va avoir l'occasion de décortiquer un peu vos journées en tant que plongeur de la gendarmerie. Audrey, même question que pour Guillaume. Vous, la rencontre avec la plongée sous-marine, ça s'est passé comment? À quel moment de votre vie? Bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai commencé la plongée sous-marine en 2006. J'étais en Australie. J'étais en échange universitaire et j'avais vaguement entendu parler de quelque chose qui s'appelait la Grande Barrière de Corail. Bon, allez, on est sur place, on va aller voir à quoi ça ressemble. Et j'ai directement passé l'équivalent du niveau 1. Et honnêtement, j'étais dans un véritable aquarium. Niveau 1, c'est quoi? C'est un brevet de capacité, c'est ça? Pardon, tout à fait, oui. C'est un équivalent et ça permet, avec l'école avec laquelle j'étais, d'être autonome jusqu'à 18 mètres. D'accord. C'est une sorte de premier flocon. C'est une sorte de premier flocon, pourquoi pas. Oui. Donc j'étais véritablement dans un aquarium et c'était incroyable. Donc j'avais peu d'expérience, donc il fallait un petit peu réfléchir à bien penser à respirer tout le temps dans le détendeur, comment utiliser le gilet convenablement, donc vraiment mettre en pratique tout ce que j'avais appris toute la semaine en piscine. Mais une fois qu'on est dans l'eau, en plus, la température était bien agréable en Australie. On est sur la Grande Barrière de Corail, on est à Cairns et on profite. On profite et on découvre que la plongée, c'est un monde incroyable, c'est un univers parallèle et on n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer. Jusqu'à en faire une partie de vos activités, puisque vous avez plusieurs casquettes, mais vous êtes notamment monitrice de plongée. Vous pouvez, alors vous m'avez expliqué, former partout dans le monde, sauf en France. Exactement. Voilà. Mais en tous les cas, vous pouvez former d'autres et passer le virus de la plongée à d'autres. Il y a plein de gens qui ont eu sans doute une expérience au cours de vacances en France ou à l'étranger, une expérience de plongée. Tout le monde n'envisage pas, comme Guillaume ou comme vous, Audrey, peut-être de s'en faire un destin professionnel. Vous, qu'est-ce qui a fait que peut-être le virus a été un peu plus fort que pour d'autres? C'est exactement ça. C'est le terme que j'aurais employé. C'est un véritable virus. Une fois qu'on est mordu, on ne peut plus s'en passer. Et ce qui s'est passé, et surtout, c'est que je suis repartie d'Australie, j'ai plongé un petit peu en Égypte, j'ai plongé un petit peu aux Saintes, donc des conditions, encore une fois, idéales. Et il y a un côté vitrine quand même dans la plongée. La Corse, l'Australie, les Saintes, et après, direction la Manche. Et ensuite, direction la Manche. D'accord. Et là, la première fois, ça fait assez bizarre. J'avoue que si j'avais commencé dans la Manche, je ne suis pas sûre que j'aurais vraiment continué. Et bravo à tous ceux qui commencent à plonger dans la Manche. Et donc, voilà. Donc, je fais une première plongée. Ça ne se passe pas bien du tout. Je me demande ce que je fais là. Honnêtement, il fait froid. La visibilité très limitée, surtout ce jour-là. Je cherche les poissons multicolores, je ne les trouve pas. Et donc, la première sortie, un véritable échec. Et là, vraiment, je me dis, est-ce que je recommence ou pas? Bon, je me suis donné un défi. Je me suis dit, je fais 3 plongées en tout. Si vraiment ça ne se passe pas bien, je plongerai en vacances en eau chaude. Et si ça se passe bien, je pourrai continuer à ce moment-là près de chez moi. Donc, deuxième plongée. La même chose, visibilité très limitée. C'était où en Manche? C'était avec le Chan, donc avec le club de Honfleur. D'accord.
et dans le Calvados, et de l'autre côté du pont d'ici. Et donc, deuxième plongée, donc là, la même chose, hein, vraiment un véritable échec. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Non, je m'étais promis, j'en fais 3, allez. Donc, je me force à faire la 3e sortie, et là, le miracle. Les conditions sont excellentes, la météo est excellente, je n'ai pas froid, et je comprends que dans la Manche, ce qui va m'intéresser, puisque je ne trouve pas ces poissons multicolores, c'est les épaves. L'intérêt que je vais y trouver, ce sont les épaves. Donc, je commence à m'intéresser, à partir de cette 3e plongée, aux épaves. Grégory Blondel, notre 3e invité. Alors vous, Grégory, vous avez un rapport un peu différent avec le monde subaquatique. Vous travaillez au sein de la société Océlian. À titre personnel, vous êtes hyperbariste. Vous allez nous définir un peu voilà, ce terme-là. Mais vous faites travailler, alors pas des plongeurs, mais des scaphandriers. On peut tout de suite expliciter la différence de notion entre les deux, entre plongeurs et scaphandriers? Alors bonsoir déjà. Oui, on parle vraiment de scaphandrier pour les travailleurs hyperbaristes, donc les mentions A. Et après plongeurs plus loisirs, mention B. Et vraiment, le terme scaphandrier est réservé aux mentions A. Donc c'est, on va dire, anciennement les pieds lourds, donc avec le narguilé, le casque, etc. C'est-à-dire qu'un plongeur, ce serait un scaphandrier sans fil? Ouais, on va dire ça. Le scaphandrier, il est relié en permanence au bateau ou à terre s'il plonge près d'une infrastructure portuaire? Oui, nous depuis 2012, si je ne me trompe pas, la mention A est obligatoirement par narguilé. On plonge très rarement en bouteille, c'est uniquement sur dérogation de l'inspection du travail. Donc vraiment tout scaphandrier opérant en mention A est relié en surface avec le narguilé, un casque sur la tête. Le narguilé qui lui fournit l'oxygène dont il a besoin. Ouais. Et éventuellement une communication aussi, audio? Oui, toujours une communication audio avec la surface. Et du coup, avec quand même un biberon, mais une petite bouteille, une petite réserve d'air sur le dos qui lui sert uniquement en cas de besoin de secours. Alors, je le disais, vous êtes hyperbariste, c'est quoi? Hyperbariste. Alors, je suis hyperbariste mention C. Donc, en fait, vous avez plusieurs niveaux en hyperbarie. Donc, mention A, B, C ou D. Donc, le A, on a dit, c'est tout ce qui est travailleur hyperbar. Le B est plus archéologie. J'ai perdu ton nom. Audrey, pardon. Audrey. Le mention C est tout ce qui est médical, et après le mention D, hyperbarie sèche, donc le tunnelier. Et donc dans la mention C, du coup, dont je suis titulaire, oui. Vous avez mention C vraiment en hospitalier pour travailler dans des caissons hyperbares, et après depuis à peu près 1 an, une mention C est obligatoire puisqu'on a en sécurité certains caissons sur nos lieux de chantier. Et donc, pour accompagner dans le caisson, il faut être mention C. D'accord. Donc, ça veut dire que vous faites travailler des scaphandriers, mais qu'à titre personnel, vous avez quand même une expérience de la plongée. Oui, après, j'ai quand même été plongeur loisir de 18 à peu près une trentaine d'années. Au final, j'ai su rentrer dans le métier hyperbar et j'ai arrêté la plongée loisir. Mais oui, j'ai quand même été plongeur loisir pendant plusieurs années, et que dans la Manche. Je connais pas les barrières de corail, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai arrêté. Mais du coup, oui, j'ai quand même des notions de plongée, et puis du coup, hyperbariste donc depuis 1 an et demi maintenant. Alors on voit derrière vous la réglementation avec les différentes catégories qui sont affichées pour une meilleure compréhension. Un mot de présentation d'Océlian. C'est une société qui est présente sur l'ensemble du territoire français avec des bureaux tout à fait. Dans certains secteurs, dont un qui se trouve au Havre. Oui, il y a un bureau au Havre, un du côté de Calais. Un en Bretagne, à côté de Saint-Brieuc. Notre siège est à Villeneuve-le-Roi, et puis donc une agence aussi à Villeneuve-le-Roi, et puis une agence à Montpellier. Donc, ce qui nous permet vraiment de rayonner sur la France entière. Et vous êtes spécialisé dans les travaux sous-marins? Tout à fait. Donc mention A et ponctuellement mention D, mais on en fait très peu. Vous employez combien de scaphandriers? Une 50aine sur la France et à peu près une 20aine sur le secteur dont je suis responsable, donc Le Havre et Calais. D'accord.
les missions qui leur sont confiées, est-ce qu'on peut essayer de les présenter? Je parlais du chantier de la Chatière sur lequel Océlian est intervenu. Vos missions sur ce chantier précisément, c'était lesquelles? Alors sur la Chatière, on fait de la dépollution pyrotechnique. Donc on a fait toute une campagne de détection. Et chaque cible magnétique que l'on a trouvée, on doit plonger pour l'identifier. C'est-à-dire que vous cherchez d'éventuelles munitions, Tout à fait. peut-être datant de la Seconde Guerre mondiale, mais pas uniquement. Vous les repérez, vous les cartographiez, et ensuite, le but, c'est de les neutraliser. Mais ça, c'est pas vous qui le faites. Non, nous, Okay. on fait que l'identification, et après, une fois l'identification, on a les coordonnées GPS, et puis on les balise. Et après, c'est le groupement de plongeurs des mineurs qui intervient dessus. Qui est basé à Cherbourg, lui, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Vous en avez trouvé beaucoup? Si je ne me trompe pas, on a une petite dizaine de munitions ouais, depuis. C'est pas énorme, mais une petite dizaine quand même. Essentiellement des KMA qui sont des bombes, des munitions de surface. Et puis on a trouvé jusqu'à 2 boulets de 1750 à peu près, des tout petits boulets à la poudre noire. Et puis 2 munitions, une de la Première Guerre mondiale et une de la Seconde. Ok. Est-ce que les missions que le port a confiées à Océlian dans le cadre du chantier de la Chatière s'arrêtent à ce repérage de munitions sur le tracé de cette digue qui sera longue d'1,8 km? Alors on fait la digue et surtout la zone qui va être draguée. Et après, j'ai mes collègues aussi qui interviennent en travaux nautiques. Et puis nous, on risque de faire aussi, on fait justement des relevés d'obstruction. Donc D'accord. des gros blocs béton et entre autres. Ok, donc vous travaillez là à la préparation du chantier de construction de la digue. C'est ça, on est avant, on est au début du projet. Ok. En termes de profondeur, pour avoir une idée de quel est le niveau de descente de profondeur des scaphandriers qui sont intervenus, alors ça dépend de la cartographie, hein, bien entendu, mais en moyenne à peu près? En moyenne, on est sur du 10-12 mètres grand maximum, pour le moment. Après dragage, ça va augmenter au fur et à mesure, mais pour le moment, on est sur des plongées moins de 12 mètres. Ok. Et la drague va creuser de combien, vous savez? Il y a 2 passages, et du coup, on fait un premier passage de 0 à 3 mètres, et après un deuxième de 3 mètres à 6 mètres. Donc nous, on a 2 campagnes complètes de détection. Là, on est sur la première campagne qui nous permet de détecter de 0 à 3 mètres. Après, il y a un premier dragage et une deuxième campagne de reconnaissance. C'est-à-dire qu'avec les appareils que manipulent les scaphandriers, vous êtes en capacité, quand ils sont posés à ce qui est actuellement le fond, qui ne le sera plus après le passage de la drague, mais ils peuvent visualiser sur une profondeur de 3 mètres à peu près? Alors, ce n'est pas directement avec le matériel que nos scaphandriers ont. C'est vraiment une reconnaissance qui a eu lieu en début d'année 2025, donc avec du matériel spécifique remorqué sur bateau, entre autres des magnétomètres, où on a fait une cartographie et après on plonge sur les points qui ont été cartographiés. Et là, vraiment, pour les trouver, le personnel a un magnétomètre portatif qui peut aller sous l'eau et c'est avec ça qui détecte. Pardonnez-moi, voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme une poêle à Je voulais frire pas dire le nom, qu'on mais voit comme une passer poêle à parfois frire. sur les plages ou dans la campagne. Tout à fait. C'est une poêle à frire qu'on utilise, mais sauf qu'elle peut aller sous l'eau. Ok. Et donc les magnétomètres, eux, ils sont en surface sur les bateaux. Oui, les magnétomètres, c'est un poisson que l'on tracte derrière un bateau qui détecte les champs magnétiques et donc qui nous permet d'avoir une cartographie de tous les points magnétiques. Par rapport à ce que vous faites tout au long de l'année chez Océlian, cette campagne de détection d'éventuels engins explosifs, c'est une grosse opération, c'est quelque chose d'assez classique? Non, nous c'était nouveau. La détection, c'est pas quelque chose qu'on faisait auparavant. Donc c'est totalement nouveau. C'est un groupement aussi au sein du groupe Vinci avec Cardem Piro et Navarra qui nous ont accompagnés, qui eux c'est leur corps de métier mais en terrestre. Et donc c'est avec cet accompagnement-là où du coup on s'est lancé dans cette détection pyrotechnique mais en sous-marine.
Audrey, je reviens avec vous. On va parler du. Ça vous parle tout ce que Grégory évoque là? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre plongeur et scaphandrier dans votre esprit? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Vous avez testé, vous, le port d'un scaphandrier, par exemple, en tant que plongeuse? J'ai testé les pieds lourds. C'était une sacrée expérience. Assez lourd. Hein. et ensuite, oui, j'ai testé cet équipement au Salon de la plongée qu'il y a chaque année on le voit derrière Paris. vous, hein, en projection, là. On voit que c'est pas forcément... il y avait une bouteille, d'ailleurs, donc c'est pas forcément avec un narguilé qui fournit l'oxygène. Mais le but du pied lourd, c'est de pouvoir descendre rapidement et de rester stabilisé au fond de l'océan, j'imagine. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Je me trompe pas. Alors ils sont quand même en volume étanche, donc avec des palmes. Donc contrairement au pied lourd qui marchait vraiment au fond, nous ils se stabilisent. D'accord. Oui, Audrey. Alors, Grégory a présenté un peu les activités d'Océlian. Les activités du GRIEM, qui est donc l'association à laquelle vous appartenez, comment est-ce qu'on peut les présenter? Alors déjà, GRIEM, groupe de recherche et d'identification des épaves de Manche Est. Notre but, en fait, c'est d'identifier les épaves entre Le Havre et le Tréport. D'accord. Sur la côte d'Albâtre. C'est vraiment le littoral de la Seine-Maritime, là? Tout à fait. Exactement. C'est le littoral de la Seine-Maritime. Et une fois qu'on a identifié suffisamment d'épaves, on publie des livres. Donc, le tome 4. Donc, celui-là était spécifique Première Guerre mondiale. Le tome 3, où il y a le plus d'épaves de ce côté-là, au Havre. Et le tome 5, qui est notre dernier sorti. Et comment on fait alors pour identifier ces épaves? Eh bien, on nous donne un point. Ça peut être le DRASM, département de recherche archéologique, subaquatique et sous-marine. Donc là, c'est un organisme de l'État, c'est ça? Ça fait partie du ministère de la Culture, tout à fait. Un département du ministère de la Culture qui nous envoie sur des missions. Ça peut être aussi des pêcheurs qui nous donnent des points. Ça peut être d'autres types d'entités. Et nous, en fait, notre objectif, c'est de retrouver la véritable identité de tous ces bateaux qui ont coulé et de retrouver également leur histoire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'épaves qui s'appellent le Tintin, le Milou, et nous, en fait, on sait que ce n'est pas le véritable nom de l'embarcation. Ça, c'est des surnoms que donnent les pêcheurs entre eux? Tout à fait. D'accord. Et comme ça, ils savent de quoi ils parlent. Et nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment de retrouver toute l'histoire de l'embarcation. Donc, ainsi, on a retrouvé 46, on a déclaré 46 épaves au Chaume et on a retrouvé une soixantaine de noms, véritables noms, donc avec toute l'histoire qu'il y a derrière de ces épaves-là sur la côte d'Albâtre. Mais donc là, c'est presque un travail d'enquêteur en fait, parce que vous plongez l'épave, vous savez qu'elle est là parce qu'elle a été signalée, mais elle est encore inconnue quand vous y accédez. Quels sont les éléments qui vous permettent de l'identifier? Alors peut-être le nom sur la coque, ça c'est le plus simple, mais si le nom n'existe plus? Alors, il y avait aussi des éléments qui pouvaient beaucoup aider. C'était la cloche du bateau. Et malheureusement, les premiers plongeurs qui allaient dessus pouvaient se servir. Donc, les cloches ont largement disparu. Donc, c'est un indice en moins. On va faire plusieurs plongées. D'abord, on va faire une première plongée globale. Quelle est la dimension du bateau? Est-ce qu'on a des éléments visuels faciles à identifier? Et ensuite, on va à la fois dans les archives trouver les bateaux à peu près de la même époque, puisqu'on va savoir si c'était un bateau à vapeur, un bateau à voile, et l'endroit où il a coulé. Et de là, après, on va retourner plonger et on va chercher de plus en plus d'éléments de plus en plus précis. En fait, on peut aussi regarder la chaudière, le moteur. Il peut y avoir aussi des numéros d'immatriculation. Tout à fait. Et puis, on peut avoir des prises électriques. Donc, la prise électrique, si c'est un bateau européen, si c'est un bateau anglais, si c'est un bateau américain, voilà. Ou on peut trouver aussi, et là, c'est encore plus facile, une assiette avec une croix gammée à l'arrière. Donc, ce genre d'indices, en fait, on va vraiment chercher des indices qui vont nous aider à retrouver toute l'histoire du bateau.
Alors la Manche, on sait que c'est un des lieux en termes de trafic maritime les plus fréquentés du globe. Est-ce que sous l'eau, c'est pareil et qu'on y rencontre beaucoup d'épaves, particulièrement la Manche Est? Oui, oui. La réponse est oui. Alors, on rencontre beaucoup d'épaves. Par exemple, par contre, sur le chenal du Havre, par exemple, certaines épaves ont dû être arasées pour ne pas empêcher le trafic maritime qui pourrait être dangereux. Et aussi, il y a eu beaucoup d'épaves dont on a enlevé le métal puisqu'on en avait besoin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Donc, on est venu prélever du métal sur les épaves qui se trouvaient au fond de la Manche. C'était de l'acier de bonne qualité. Oui. Ok. Oui. Donc certaines épaves ont eu moins de... on les voit peu du fond, quoi. Voilà. Et historiquement, c'est plutôt des bateaux en bois, donc peut-être des 18e, 19e, début 20e siècle, des bateaux à coque métallique, des bateaux de pêche, des bateaux de guerre, des bateaux civils. Enfin, qu'est-ce qu'on trouve au fond de la Manche? Alors déjà, il faut savoir que pendant les guerres, certains bateaux, des chaluts et autres, ont été transformés pour devenir des bateaux de guerre. On leur mettait un canon dessus et ça devenait un bateau militaire. Les bateaux en bois, malheureusement, il ne reste pas grand-chose. On peut trouver une membrure, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Entre les marées et les tempêtes, malheureusement, le bois se dégrade très vite. Pareil pour les avions. Les carlingues d'avion ne résistent pas autant, donc on peut éventuellement trouver une hélice, mais la carlingue d'avion, on a peu d'espoir. Donc on a surtout des épaves coques métalliques, et épaves contemporaines dans tous les cas. Vous plongez régulièrement avec le Griem? Tout à fait. On plonge très régulièrement avec le Griem. Tout au long de l'année, ou il y a des périodes de plongée? Alors, les périodes de plongée, par rapport à la visibilité, en général, ça peut être plutôt en fin d'année, étant donné qu'en début d'année, l'eau va se réchauffer, on va avoir un bloom planctonique, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de particules et une visibilité moindre. Quand on plonge, on aime bien essayer de prendre des photos aussi pour témoigner de l'avancement de nos recherches. Et oui, on plonge toute l'année. On a des combinaisons étanches pour ça. Donc, même quand l'eau est à 8 degrés en février, on continue d'aller plonger. Et vous prenez des photos. Est-ce que vous avez l'autorisation de prélever autre chose sur les bateaux? Alors, vous parliez des avions, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais parlons des bateaux. Est-ce que vous avez le droit de remonter des objets ou des parties du bateau si vous souhaitez le faire? Alors ça, c'est une question très pertinente qu'on nous pose très souvent. On a le droit de remonter absolument rien sans l'autorisation du DRASM. C'est-à-dire que si on plonge, on repère un objet, on va prendre une photo, remonter, demander l'autorisation au DRASM qui va nous poser un certain nombre de questions. Comment comptez-vous remonter l'objet? Comment comptez-vous dessaler l'objet? Puisque entre l'eau de mer et l'air, l'objet va se détériorer très vite, donc il va falloir trouver un moyen pour le conserver. Comment comptez-vous que comptez-vous faire de l'objet? Et à cette question-là, il faut trouver un endroit où stocker l'objet. C'est-à-dire qu'il faut qu'un musée ou une galerie accepte de prendre l'objet. Autrement, on n'a le droit de rien remonter. D'accord. Ok. Il faut savoir déjà comment on va le conserver et ensuite où est-ce qu'il sera éventuellement conservé, mais pour sa vie hors de l'océan. Exactement. Okay. Et ça permet justement d'éviter les pillages, comme il y a eu il y a quelques dizaines d'années. C'est beaucoup le cas sur les épaves que vous pouvez découvrir. Vous vous rendez compte qu'il y a d'autres plongeurs qui sont passés avant vous et qui ont opéré des prélèvements? Alors très souvent, la première chose, comme je le disais, c'était la cloche. Et ensuite, les hublots également disparaissent très vite. Après, on a les ancres qui restent. On a quand même des objets d'identification qui restent, des treuils, heureusement. Mais c'est vrai qu'au niveau petits objets, oui, ça a beaucoup disparu. Et le problème, c'est que les gens à l'époque stockaient ça chez eux et ne marquaient pas forcément même le bateau sur lequel ils l'avaient trouvé. Donc ça, pour s'en souvenir des années plus tard, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dès qu'on trouve un objet, il sera stocké dans un musée. Ainsi, on peut avoir une complète traçabilité de cet objet.
Guillaume, est-ce que vous avez ça dans la liste de vos prérogatives, la protection des épaves qui peuvent joncher la Manche, le sol de la Manche? Alors, en tant que gendarme, alors ça peut être une de nos prérogatives. Il faut dire que nous, on ne fait pas spécialement d'études sur les bateaux. On ne vient pas dessus et puis quelques années plus tard, vérifier si elle est dans le même état. Par contre, on s'appuie aussi sur les associations, comme le Griem ou autres, qui peuvent nous dire, bizarrement, telle chaudière a disparu. Et là, nous, on fera les constatations nécessaires, justement, pour essayer de trouver, identifier les auteurs et les retrouver, et retrouver aussi les objets qui auraient pu être dérobés. Mais moi, en tant que plongeur, je ne plonge pas sur une épave. Alors, il y a quelques épaves qu'on fait régulièrement, et ça, c'est plutôt individuel, c'est plutôt personnel, je veux dire, où comme le New Bay, comme le Northgate, c'est des épaves qui sont à proximité du Havre et que nous, on va plonger régulièrement parce que dans le cadre de nos entraînements, c'est des épaves qui sont déjà très belles, avec des profondeurs relativement correctes pour faire de l'entraînement. Ou si on découvre quelque chose, on alerterait, savoir si c'est normal ou pas. Mais nous, on n'a pas ce réflexe de garder, parce que c'est pas notre travail premier, enfin c'est pas du tout notre travail initial. Alors, les principales missions d'un gendarme plongeur, au Havre notamment, ça consiste en quoi? Alors, la mission principale, c'est de la sûreté portuaire, donc c'est la lutte contre tout acte malveillant destiné sur les installations portuaires du Havre et le trafic maritime qui s'y affaire. Donc ça, c'est la principale activité du peloton de sûreté maritime et portuaire. Et donc moi, ma mission en tant que plongeur, c'est de vérifier en milieu subaquatique la viabilité des infrastructures, que ce soit des quais, des appontements et tout endroit qui accueille des navires, mais aussi de vérifier que sous les navires, il n'y a pas... que ça soit dans justement la lutte contre ces actes malveillants, mais aussi contre les trafics illégaux, on n'a rien sous la coque. Donc ça peut être vérifié, j'extrapole un peu, qu'il n'y ait pas une bombe sous un bateau, mais aussi qu'il n'y ait pas de la drogue. D'accord, c'est-à-dire que certains bateaux pourraient présenter des aménagements, donc en horaire ajouté. J'imagine que quand on construit sur un chantier naval dans le monde, on ne prévoit pas un compartiment pour tel ou tel type de marchandises illégales. Donc, il est possible que certains trafiquants viennent greffer, en quelque sorte, des caissons sur la coque d'un porte-conteneur ou d'un ro-ro pour prendre le trafic roulier. La création après le bateau, non, il n'y a pas grand-chose. On a déjà constaté, alors pas moi, mais par les rétex, par les retours d'expérience, qu'il y a eu des types torpilles, donc torpilles remplies de tout ce qui serait de stupéfiants, greffés sur des appareaux des navires qui existent déjà. Il faut savoir que sous un bateau, en fait, naturellement, il y a des cavités qui ont été faites pour le navire. Il y a des grosses, vous avez des grosses... donc c'est sous grillage, des grosses chambres en fait, où l'eau de mer rentre dedans, qui après est pompée pour le refroidissement du navire. Et dedans, vous rentrez, une fois que vous enlevez la grille, pour certains navires, allègrement la taille d'un être humain. Donc si vous mettez un homme complet dedans, vous pouvez mettre facilement une centaine de kilos de cocaïne ou autre chose. Vous avez aussi des parties à l'arrière du navire qu'on appelle le puits de jaumière. Le puits de jaumière, c'est ni plus ni moins que la cavité ou l'axe du gouvernail. Nous, on appelle ça le safran, mais le gouvernail, c'est assez parlant. Et en fait, c'est pareil. Vous pouvez mettre... régulièrement, là, quand ça a été trouvé ces dernières années, c'est souvent dans le puits de jaumière. D'accord. Et alors, vous plongez, j'imagine que vos inspections sont assorties d'une confidentialité. Vous prévenez qui quand vous allez inspecter déjà, les navires que vous inspectez, ils sont accostés au port ou ils sont en attente d'entrer dans le chenal qui va les amener à Port 2000, par exemple? Alors, les deux. Alors,
on n'arrête pas le trafic commercial. Il y a beaucoup de navires qui ne s'arrêtent pas. Donc, vous avez le port de commerce et vous avez des zones d'attente. D'accord ? Donc, ça, c'est la conception du port en général, dans sa grosse globalité. Et soit quand les bateaux sont soit à quai, soit en zone d'attente. Il n'est pas concevable de faire un navire qui est en navigation. Donc, ça, c'est totalement inconcevable. Donc, soit la mer le permet, on va le faire en zone d'attente. Soit, et 90% du temps, les bateaux sont à quai. Donc, la confidentialité, elle s'arrête. Donc, on travaille avec la capitainerie du port, d'accord, qui est l'autorité nous autorisant à plonger sous le bateau. On a beau être gendarme, on a beau être étatique, on reste quand même sous l'autorisation du port qui fait la police du plan d'eau sur son port et qui est d'autorité à nous autoriser la plongée. Donc, on peut se dire que la confidentialité s'arrête là. Ceci étant, c'est des gens qui travaillent aussi pour la bonne viabilité de leur port. Donc, on travaille ensemble et donc on les alerte. On a un préavis à peu près d'1 heure, 2 heures avant la plongée. Et après, on arrive sur le bateau. Et là, le bateau est informé à ce moment-là qu'on va effectuer une plongée. On a tout un protocole de plongée à faire respecter. Donc, plusieurs cases à remplir, comme que les ancres soient bien verrouillées, que la protection cathodique soit enlevée, le sondeur, toutes les pompes réduites au minimum. Et une fois que le commandant du bateau dit et appose sa responsabilité sur ce papier-là, nous effectuons la plongée. Alors, est-ce que vous avez fait beaucoup de découvertes que vous n'auriez pas dû faire si les bateaux étaient en totale légalité ? Non, moi, j'ai jamais fait de découverte. Alors, de découverte réelle, proprement dite, est-ce que j'ai trouvé de la cocaïne ? Parce que c'est aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on parle le plus. Moi, personnellement, j'en ai jamais découvert. Sur le port du Havre, on n'a pas eu la chance, si on peut dire que c'est une chance, ou alors parce qu'on travaille bien et qu'ils ont peur de venir par le Havre. Bon, on n'a pas trouvé. En tous les cas, ils ne travaillent pas forcément sous la surface de l'eau. Pas forcément. Voilà. Puis, ça reste assez complexe. Ceci étant, Port de Bouc, l'année dernière, cette année, en 2025, ils ont trouvé 50 kilos dans le puits de Jomière. Donc, c'est quand même un mode opératoire qui existe vraiment. On ne dit pas, comme moi, des bateaux sous des bateaux. Donc, j'ai fait bien entre 200 et 300 bateaux. Donc, j'en ai fait quand même... Vous plongez tous les combien sur une année, à peu près ? À peu près une centaine de plongées par an. Okay. En ce moment, un petit peu moins, parce que l'effectif est réduit. Donc, on plonge entre 70 et 100 plongées par an. Et on essaye de faire 25-30 bateaux par an. D'accord. Donc, sur une dizaine d'années, on en est là. Donc, justement, juste en subaquatique, parce qu'on fait 200 contrôles de navires par an à peu près au sein de l'unité. Et donc moi, j'ai jamais rien trouvé, mais on a trouvé des choses, des particularités qui pourraient penser que quelque chose a été fait. Donc soit c'est passé, ça a été arrêté, ça a été récupéré à Rotterdam, Anvers ou quoi, soit ça a été fait il y a bien longtemps, ou alors c'est aussi, et là c'est là où c'est toute la complexité. Vous voyez souvent ce qu'on appelle des bouts, donc du cordage attaché à des endroits. Et donc, soit on identifie et c'est une marque de pêche attrapée, soit c'est quelque chose avec un lien. Et donc là, on se dit il y a l'intervention humaine. Mais ça peut être aussi lors des chantiers, lorsque les bateaux rentrent dans le chantier naval et parfois ils accrochent leurs outils pour éviter qu'ils tombent. Et au lieu d'enlever la totalité, ils coupent juste le bout et ils laissent pendre. Donc, à nous de faire remonter, est-ce que la ligne elle est propice à du trafic de stupéfiants, etc. Tout ça, c'est un travail en amont que font une autre unité pour nous dire tel bateau, bizarrement, il y a eu vous avez trouvé tel indice et il fait telle ligne, Antilles et Amérique du Sud, et donc qui nous poserait peut-être dire la prochaine fois, on va replonger dessus. J'imagine que vous intervenez aussi sur des enquêtes de police judiciaire plus classiques, dans le cadre de disparition de personnes, voire de noyades. Enfin, ça fait aussi partie de vos missions. Exactement, donc ça fait partie de nos missions. On fait un peu de police judiciaire. Donc la sûreté, c'est notre gros travail, mais à côté de ça, sur le Havre, on peut être soit
pour une enquête qui est diligentée par notre unité, soit pour une enquête pour la police ou les gendarmeries qui sont à proximité, on peut nous demander de faire des plongées judiciaires, donc pour des constatations. Ça peut être de la découverte de cadavres, ça peut être des véhicules volés, ça peut être de la recherche d'armes, de la recherche toutes sortes de recherches, enfin, de l'arme, ça m'est arrivé aussi assez régulièrement. Et puis, ça peut être la découverte de cadavres. Ici, c'est quelque chose qui est assez régulier. Je ne vais pas sans choquer tout le monde, on a un spot qui est quand même assez récurrent ici avec les falaises d'Étretat. Et donc, régulièrement, on a quand même... c'est le côté un peu moins fun du travail. Vous intervenez, vous plongez en binôme avec un troisième gendarme qui, lui, se trouve en surface pour assurer la sécurité de l'équipage qui est sous la surface de l'eau. Et votre binôme, il est un peu connu au Havre. Ah, mon binôme, il est très connu. Il est plus connu que moi, ça c'est sûr, malheureusement. Non, je rigole. Donc, c'est le gendarme du Bosc, enfin, chef adjudant du Bosc d'ailleurs. Il est comme moi maintenant, il a le même grade. Alors, pas Franck. Non, il est moins drôle. Voilà, non, je rigole, mais Hugues. Hugues du Bosc, pardon. Voilà. Le nageur qui a su, lui... 3 fois médaillé olympique. 3 fois médaillé olympique et qui a su mettre son art au service de l'État et qui est maintenant plongeur de bord avec moi-même. Et aujourd'hui, nous sommes que 2 plongeurs au sein de l'unité, puisqu'on est censé être 6, mais voilà. Et donc Hugues, c'est vraiment mon binôme de plongée. Comme vous avez pu voir sur l'explication que j'avais mis sur le site, je suis à un peu plus de 1000 plongées et avec Hugues, on a plongé, je dirais, au moins la moitié des plongées, c'était avec Hugues. Alors on a parlé des métiers, j'aimerais bien justement qu'on s'intéresse maintenant à l'aspect humain et le fait de travailler en binôme, ça en fait partie. En quoi c'est important d'avoir une totale confiance dans la personne avec qui on plonge? Vous, dans votre cas, en tant que gendarme? Alors, nous, déjà, on plonge à 2. C'est une obligation. Les rares fois où on peut plonger, c'est seul, c'est dans le cadre de l'urgence, et ce serait de 0 à 10 mètres, mais bon, c'est vraiment très peu. Donc, on plonge tout le temps à 2. La plongée, c'est une activité à risque. Il n'y a pas besoin de faire un grand schéma pour dire qu'on va sous l'eau. On n'est pas fait pour aller sous l'eau des heures. Donc, très vite... il faut être 2. Une plongée, ça dure combien de temps à peu près? Une plongée entre 0, donc 10 minutes on va dire, à on peut plonger jusqu'à 2 heures. Tout dépend de la profondeur. Donc pour les plus aguerris, on plonge aux tables encore, nous. Donc les tables, c'est une profondeur, un temps, et qui donne l'équivalent, qui nous donne un temps de palier à respecter. Pour la remontée? Pour la remontée. Donc jusqu'à 10 mètres, on peut plonger des heures. À partir de 35 mètres, sachant que nous, on a notre particularité qu'on évite de plonger à palier parce qu'on n'a pas de caisson sur le lieu de plongée. À 35 mètres, c'est 9 minutes exactement. Donc tout dépend de la plongée. Si c'est à 35 mètres, je vais vous dire qu'on va faire 9 minutes. Et si c'est à 10 mètres, je peux rester plusieurs heures. Au moins 12 mètres, c'est 2h15. Avant d'avoir des paliers. Alors, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais la confiance avec le binôme, en quoi c'est important? Et donc, la confiance, elle est primordiale parce qu'en fait, au moindre accident, au moindre incident déjà, avant d'arriver à l'accident, on s'en remet à notre binôme qui sera là pour assurer notre sécurité. Donc, la confiance, elle est primordiale. On s'entraîne pour, sachant qu'en Manche-Mer du Nord, toutes les plongées sont difficiles. D'accord. Forcément, le fait d'avoir quelques plongées, certaines deviennent plus faciles, mais on a un terrain de jeu qui est très difficile et donc on doit avoir confiance en notre binôme parce qu'il assure notre sécurité. Il est le garant de notre vie le temps de la plongée. Alors, ça s'est bien passé avec Hugues Dubosc, on l'a compris, vu l'antériorité. Oui. Ça aurait pu mal se passer avec un autre gendarme. Vous avez connu dans votre carrière des incompatibilités? Alors, je n'ai pas réellement connu d'incompatibilité. J'ai eu la chance justement d'être au départ déjà bien accompagné par les anciens plongeurs qui avaient une certaine rigueur et qui m'ont appris cette rigueur en plongée. La rigueur, elle est dans le respect des textes, mais aussi dans le respect et dans le côté humble
de la plongée. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis à peu plus de 1000 plongées que je suis un dieu de la plongée et que tout est facile. Non, il faut rester concentré et justement, donc là-dessus, ça a permis, donc, sachant que tous les gens avec qui j'ai côtoyé avaient quand même cet état d'esprit. À partir du moment où on ne le sent pas, soit on ne le fait pas, soit on réduit les risques en limitant la profondeur, en limitant le temps, ou alors en se donnant ce que nous on appelle des no-go. On va dans l'eau, clairement on ne le sent pas, on remonte. Ça vous est arrivé, ça? Non. J'ai de la chance. Mais en même temps, au début, j'étais très bien accompagné. Potentiellement, ça existe. Ça existe. Mais j'ai aussi l'avantage d'avoir, sans vantardise, un petit peu de leadership et justement de prendre un petit peu la plongée en main et donc orienter. Et comme j'ai eu la chance d'être bien formé, j'ose espérer. Personne ne m'a refusé une plongée avec moi ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça permet de... Mais il faut travailler en confiance et c'est vraiment... pendant longtemps, j'ai été justement conseiller technique auprès du groupement en tant que plongeur, en tant que plongeur conseiller technique là-dessus. Et c'est vraiment... Donc les gens se sont appuyés sur moi, et entre autres, mais moi, je pars toujours du principe que il n'y a pas de... je suis le plus vieux et on ferme sa bouche, c'est moi qui dis comme ça. L'important, c'est aussi... les anciens ont l'expérience et les jeunes, c'est bien de s'en appuyer parce qu'ils ont une certaine fougue et ça permet aussi aux anciens de se dépasser sur certains points et d'avoir une autre vision et des fois de se dire « Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça ». Alors ça, c'est une très bonne technique de management, en fait, d'impliquer les gens. Ça nous ramène au monde de l'entreprise. Grégory, vous avez peut-être une vision un peu décalée par rapport à Audrey ou à Guillaume en termes de sécurité. Eux impliquent leur propre sécurité et les décisions qu'ils prennent les impliquent directement. Vous, les décisions que vous pouvez prendre, éventuellement, vont impliquer la sécurité, voire la vie d'autres personnes. Et c'est un autre poids à porter sur ses épaules. C'est quelque chose qui vous accompagne au quotidien quand certains de vos scaphandriers interviennent sur des chantiers, j'imagine. Oui, c'est sûr que moi, pas intervenir, je mets entre guillemets leur vie en danger. Donc c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Après, on a quand même des respects de table. On est sur les mêmes tables que vous, de toute façon. Donc ils sont jusqu'à 12 mètres à 3 heures de plongée possible. Donc de toute façon, on ne va jamais dépasser les plus de 3 heures. Après, il y a quand même de nombreux paramètres au niveau de la plongée que moi je ne maîtrise pas en étant non scaphandrier, mais même nos scaphandriers ne maîtrisent pas forcément tout. Il y a quand même un paramètre aussi physiologique qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'accidents de plongée sont considérés comme des accidents immérités. Donc ça peut faire bizarre comme terme. Mais parce qu'aujourd'hui, tous les paramètres étaient respectés, la décompression, la vitesse de remontée, mais une petite bulle s'est coincée à un endroit qu'il ne fallait pas et a provoqué un accident. Et ça, c'est vraiment des paramètres physiologiques. On peut avoir 10 plongées comme 1000, comme 3000 plongées, et du jour au lendemain, faire un accident immérité parce que de la fatigue, parce que pas bien moralement, la température... Donc c'est de là aussi que comme vous parliez, le no-go, il est important, quoi, de savoir aussi s'écouter, quoi. Et ça, c'est... Alors, je vais vous poser peut-être une question difficile, mais dans le monde de l'entreprise, un plongeur qui vous dirait, là, aujourd'hui, un scaphandrier, pardon, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse travailler alors que vous avez sans doute des délais à respecter, des clients qui attendent que vous délivriez ce que vous leur avez promis. C'est en tant que chef d'équipe, là, vous privilégiez l'expérience des scaphandriers qui vous font, sans mauvais jeu de mots, remonter l'information ? Oui, il faut savoir écouter. Il faut savoir se mettre à leur place et il faut savoir les écouter et puis du coup se remettre en question sur les décisions qui ont pu être prises, sur
sur le temps de plongée, sur le matériel. Donc oui, il faut savoir écouter son personnel qui lui, va plonger, quoi. Alors, au sein d'Océlian, vous employez plusieurs corps de métier, peut-être des soudeurs, peut-être des maçons, enfin des gens qui vont travailler manuellement au fond de l'eau. En général, le profil, c'est plutôt des gens qui étaient aguerris à la plongée et à qui vous avez appris des bases de techniques manuelles, industrielles, peut-être qui s'apparentent au métier du bâtiment, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse, des gens qui avaient une expérience à la surface, en surface, et à qui vous avez appris à être scaphandrier? Alors ça, c'est un côté du métier que j'adore. C'est toujours nouveau. Il y a tous les profils, des anciens plongeurs démineurs, des anciens de l'armée en reconversion. On a quand même régulièrement des anciens chaudronniers, mais après on a tous les corps de métier, quoi. On peut avoir un boulanger qui se reconvertit, j'ai eu des restaurateurs. Enfin, il y a vraiment énormément de personnes de tout corps de métier qui se reconvertissent dans le métier de scaphandrier. Et quand on postule auprès de vous, il faut quand même avoir des prérequis, que ce soit le métier ou la plongée? Il y a un prérequis qui est le certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Donc ça, il y a maintenant que 2 écoles en France qui forment, avec la fermeture de l'INPP il y a quelques temps. Donc il y a le CCH qui est de 2 mois, et maintenant, depuis quelques années, il y a un titre professionnel qui est obligatoire, et ce titre professionnel met environ 3-4 mois à obtenir. Donc en gros, chaque personne a environ 5 à 6 mois de formation avant de pouvoir travailler en entreprise. Et ce qui est testé en premier, c'est quoi? C'est une aptitude physique? C'est l'aptitude, vraiment, c'est l'aptitude physique, l'aptitude à la sécurité, donc, et puis leur apprendre vraiment à utiliser le matériel. Et puis après, chaque titre professionnel, donc il y en a 3, et à son domaine d'application. Donc il y a un titre professionnel qui est plus tourné vers l'inspection, un deuxième qui est plus tourné vers tout ce qui est ouvrage métallique, donc qui va inclure du soudage et du découpage, et un troisième qui est plus tourné vers tout ce qui est bétonnage. Donc il faut savoir qu'un scaphandrier aujourd'hui, il fait de la photo, il est chaudronnier, il est maçon. C'est aussi, on va dire, c'est des couteaux suisses. Ou en surface, vous allez avoir un charpentier, un maçon, un chaudronnier. Sous l'eau, ils font tout. D'accord. C'est la même personne qui va souder, qui va faire une inspection. En fonction des personnes, il y a plus ou moins de polyvalence, mais ils sont aptes à faire tout corps de métier sous l'eau. Et en surface, il faut plutôt avoir un appétit pour le nomadisme, parce que potentiellement, il bouge beaucoup en France pour aller sur les différents chantiers où vous opérez. C'est un métier de déplacement. Donc même si on travaille que en France, ça va être un métier de déplacement, parce qu'aujourd'hui, il y a du travail un peu partout, mais ça dépend aussi des périodes. Et après, c'est même aussi en offshore, donc un peu partout dans le monde. Mais dans tous les cas, c'est un métier de déplacement. Vous pouvez nous donner une idée du salaire d'un scaphandrier? Alors c'est très variable, hein, j'imagine, selon l'ancienneté par exemple, mais voilà, si on doit définir un scaphandrier débutant et puis quelqu'un qui serait plutôt en fin de carrière, pour avoir une fourchette un peu large. Maintenant, on va dire un scaphandrier débutant va commencer autour des 13,50 € brut, ce qui est quand même pas énorme, plus les déplacements. Donc si on fait une projection mensuelle, brute, on est sur quoi, 1800 €? Ouais, c'est un peu moins, je dirais. Un peu moins, ok. De mémoire, le SMIC doit être à 11 €, donc ça fait un petit 1500, je pense. Ok. Et après, un chef de chantier expérimenté va être autour commencer à 3000, 3100 et va monter jusqu'à 3500, 3600, voire un peu plus. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on ne peut plus plonger? Non, c'est le physique qui va arrêter. On a des personnes j'ai quelques scaphandriers qui ont plongé jusqu'à la veille de leur retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une période, dans un no man's land, mais en gros, l'âge légal de départ en retraite, c'est 62 ans, puisque la réforme des retraites a été abolie. Vous avez des plongeurs qui approchent les 62 ans et qui continuent à travailler
Actuellement, notre plus ancien doit avoir 64 ans, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, il y a Donc lui, il était prêt pour la réforme. Oui, mais depuis quelques années maintenant, il bénéficie de la difficulté du travail. Ouais, notion de pénibilité, c'est ça? Pénibilité du travail, mais c'est assez faible. Donc oui, ils ont pas une retraite à 50 ou 55 ans, même pas à 60 quoi. Aujourd'hui, c'est plutôt 60, 62 ans quoi. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont plonger jusqu'à leur retraite. Mon dernier retraité, ça fait 1 an qu'il est parti, jusqu'à la veille de sa retraite plongé. Après, le physique, à un moment donné, dit stop quoi. Ils sont soumis, j'imagine, tout au long de leur carrière à des tests d'aptitude physique, plus qu'un salarié lambda. Oui, par rapport à un salarié lambda où on est plus sur des visites médicales tous les 2 à 4 ans, nous en hyperbarie, on est tous les ans. Donc avec des contrôles, des tests à l'effort réguliers, des contrôles médicaux, des scanners à passer régulièrement. Audrey, sur la notion de sécurité, de plongée en groupe, j'imagine qu'au sein du GRIEM, ce sont aussi des protocoles que vous suivez et que vous respectez. On ne se retrouve pas comme ça le samedi matin à bord d'un Zodiac pour partir. Et puis, voilà, il y en a 2 qui plongent et 1 qui reste sur le bateau. Il y a une notion peut-être de préparation. Il y a une notion d'entretien du matériel qui est essentiel pour vous, comme sans doute pour un parachutiste un peu. Hein. Voilà, là, on contrôle plus que quelqu'un qui pratiquerait un sport un peu de loisir le week-end, son matériel de plongée. Tout à fait. Donc, nos bouteilles, nos blocs sont contrôlés chaque année. On doit également avoir nos détendeurs dans lesquels on respire conformes et notre gilet stabilisateur également conforme. Donc, ça fait partie des équipements de sécurité. Et au niveau sécurité, nous, on ne plonge qu'à l'étal dans la Manche. Ce qui veut dire qu'on a un laps de temps d'environ 45-50 minutes avant que le courant ne se réveille et nous pousse. Il peut nous pousser assez vite et assez loin. Donc on a une durée... L'étal, c'est le temps mort entre 2 marées, montante et descendante, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc on appelle également la renverse. Et donc on a ce laps de temps, puisque nous, notre souhait, c'est de prendre un maximum de sécurité, justement. Donc on a ce laps de temps pour effectuer notre plongée. Donc on doit être prêt. La marée n'attend pas. Donc on doit être vraiment prêt à se mettre à l'eau et on a une durée qui est déjà énoncée pendant la préparation de la plongée. En fait, on va savoir exactement combien de temps on va rester sous l'eau, combien de temps de palier on va faire et quelle est la durée totale de la plongée qu'on fera et également évidemment la profondeur exacte quand on arrive sur site. Ça vous est arrivé, une fois que vous aviez tout préparé, repéré, de rebrousser chemin, en quelque sorte, sous l'eau, parce que vous constatiez que les conditions n'étaient pas réunies? Ça nous arrive. Honnêtement, quand on a une visibilité nulle, la première équipe se met à l'eau, elle constate qu'on n'y voit rien, donc ça ne sert à rien d'insister et il vaut mieux revenir un autre jour. Donc dans ces cas-là, on rentre. Comme Guillaume, vous plongez toujours en binôme? On plonge en binôme, voire en trinôme, mais au moins en binôme, oui. Et alors justement, comment se passent les échanges et en quoi ils sont importants pour qu'un maximum de sécurité soit réuni sur une plongée? Les échanges que vous pouvez avoir avec votre binôme, déjà, est-ce là vous êtes dans le cadre associatif, est-ce que vous plongez toujours avec la même personne? Pas du tout. Pas du tout? Non. Alors nous, on est au moins niveau 3, voire classe 1B, B maintenant, spécificité archéologie. Donc classe 1B, c'était pour les interventions sous-marines, et on rajoute un 2e B pour spécifique à l'archéologie. Donc on plonge pas. On plonge. Forcément, on plonge souvent avec les mêmes, vu qu'on est une petite équipe. On peut prendre des plongeurs extérieurs, mais on retrouve souvent les mêmes binômes. Hein, oui. Et donc on connaît nos habitudes. On peut aussi détecter quand quelque chose ne va pas, et on reste toujours visuellement proche.
pour que s'il faut intervenir sur le binôme, on puisse venir en aide au binôme en difficulté. Et est-ce qu'il y a des profils, des plongeurs qui pourraient être un peu plus casse-cou, ou est-ce que les notions de sécurité sont tellement importantes en matière de plongée que ça a tendance à écarter ce genre de profil de la plongée? Certains essaient d'être un peu plus casse-cou, mais descendre il faut un peu quand même plus de la profond, rigueur. rester un peu plus longtemps. Alors descendre plus profond, en fait, après, il faut prendre une pioche. Effectivement. Mais vouloir rester plus longtemps, oui, ça peut arriver, mais c'est aussi le binôme. On regarde le temps qui passe et la limite, c'est la limite. Donc, il faut remonter. Si le deuxième binôme ne veut pas, on rappelle à l'ordre en disant fin de plongée et on remonte ensemble. Alors, vous, contrairement au scaphandrier, vous n'avez pas de moyen de connexion, de communication avec la surface. On a uniquement nos signes, voire certains parlent dans leur détendeur, mais on comprend bouh, 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 bouh. Ah oui, effectivement, faut traduire après. Faut traduire, mais on communique uniquement avec les signes. On n'a aucun moyen de communication avec la surface, sauf éventuellement en fin de plongée où on met notre parachute de palier, ce qui veut dire qu'on a une sorte de bouée de surface qu'on gonfle pour informer le bateau que on est à cet endroit-là et qu'on va remonter. Mais la majorité du temps, on remonte sur le boot. Donc le bateau en fait est accroché à l'ancre et on remonte sur ce bout-là. Donc là, à proximité du bateau en fait. Alors là, on est sur le matériel. Un mot sur les avancées technologiques. J'imagine que en matière de plongée ou d'exploitation subaquatique, il y a également la question de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies. Est-ce que ce sont des secteurs qui peuvent être amenés à changer le monde de la plongée, ou est-ce que l'aspect humain prédominera toujours à partir du moment où on est sous la surface de l'eau? Question pour vous trois, Grégory peut-être, dans le domaine professionnel. Proprement sur le matériel, je ne sais pas, je ne pense pas. Après, oui, il y a de plus en plus de robots, de ROV qui sont utilisés pour faire des inspections ou du matériel comme des multifaisceaux qui permettent de faire une première inspection, de faire un premier relevé, par exemple, d'un parement de quai. Et là, les robots viennent remplacer le plongeur ou viennent faire évoluer son métier? Ils vont permettre, on va dire, sur une inspection de 400 mètres de quai, d'éliminer toute une partie de quai où on voit qu'il n'y a rien. Mais après, le relever, vraiment, s'il y a vraiment un défaut structurel, une cavité dans un quai, on va quand même devoir intervenir pour venir faire le nettoyage et le relevé précis. Donc ça va, on va dire, diminuer notre quantité de travail. On va éliminer des zones qui ne sont pas intéressantes pour se focaliser vraiment sur les zones où on a besoin d'informations. Donc ça peut être une aide. Audrey, les avancées technologiques, est-ce que ça révolutionne le monde de la plongée? Vous êtes une association, donc j'imagine que les membres de l'association, eux, ont toujours envie de plonger, même s'il y a d'autres techniques qui permettent des inspections d'épaves. Alors nous, à notre niveau, on n'a pas de ROV. Effectivement, le DRASM en a, mais nous, l'humain est incontournable. Et on a besoin de bénévoles comme nous pour continuer d'explorer les fonds marins, au moins dans la Manche, voire dans toute la France, voire dans le monde entier. On est loin de tout connaître encore. Niveau intelligence artificielle, à notre niveau, ça n'a pas d'impact. Guillaume? Alors je pense que sur une certaine partie, oui, le robot peut suppléer le plongeur. Par contre, il y a toute une partie de ressenti aussi, de choses en tant que gendarme où le flair de l'enquêteur, le robot ne l'aura pas. Et donc, à un moment donné, l'humain devra quand même venir se mettre à l'eau pour aller justement plus loin que la machine. Alors bien sûr que le flair de l'enquêteur, on peut l'avoir en surface en télécommandant un robot, mais aujourd'hui, la technologie n'est pas assez avancée pour remplacer ça. Et en plus, alors de tous les ROV que j'ai pu voir, souvent on nous présente des ROV avec une super visibilité. Et ici, dès que la visibilité est un peu perdue, eh ben, il y a un grand risque de perte de... Alors soit sans filaire, et le fil va s'emmêler quelque part,
parce que la visibilité est très mauvaise, soit si ça n'existe plus, si le filaire peut être supprimé. Alors j'ai pas, c'est un peu aussi le risque de perdre la chose et d'être déboussolé. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est du 50-50. La technologie avance vite aussi, hein, grâce à l'IA et tout ça, mais ça ne remplacera pas 100% l'humain. Mais ça pourrait être une aide. Mais j'espère qu'il ne nous remplacera pas, hein, parce que sinon on ne va plus dans l'eau. Hein. Et donc, alors, ça enlève un bout de passion quand même. À propos d'aspect humain, ça va être ma dernière question pour vous trois avant de passer aux questions de la salle. Est-ce que vous pourriez essayer de nous définir en quoi la vie sous-marine vous a apporté une forme d'épanouissement? Parce que j'imagine que si vous avez attrapé le virus, je reprends l'expression d'Audrey, c'est que ça correspond aussi à quelque chose qui vous apporte un épanouissement personnel, une sérénité, quelque chose que peut-être vous ne trouvez pas dans la vie terrestre. Quelle est la différence pour vous entre les sensations que vous éprouvez quand vous êtes dans un univers sous-marin et peut-être ce que vous pouvez vivre une fois que vous êtes remonté sur la terre ferme? Guillaume? Alors, déjà, il y a une sensation de légèreté et je pense qu'on pourrait s'apparenter au parachutiste qui, il est en apesanteur, enfin même carrément à l'astronaute, parce que le parachutiste tombe, l'astronaute, et donc on est un peu dans le même univers. Hein. On gère toute une certaine partie où on est sous nous, on peut avoir 3, 4, 5 mètres et on n'a pas. Donc vraiment, on est dans un certain flottement qui nous met dans une certaine plénitude. C'est un monde zen, la plongée est un monde, alors pas forcément tout le temps, mais c'est un peu un monde, je dirais pas au ralenti, mais qui nous demande pas être à fond tout le temps, parce que un plongée sous effort n'est pas forcément très, très, très conseillé, et c'est vraiment... Et puis on va au-delà de nos limites. En fait, on devient des surhommes. C'est un terme qui n'est pas réel, mais on dépasse les limites de ce que le corps humain est possible de faire, c'est-à-dire vivre, d'être sous l'eau. Vraiment. Donc, et puis, il y a un côté, il faut aimer la faune et la flore subaquatique, et en fait, on voit comment... Alors c'est bien beau derrière un aquarium, mais là, on les voit vraiment au quotidien, dans leur milieu. C'est franchement un monde magique, quoi. Passer une partie de votre vie sous l'eau, ça a modifié la vision que vous pouviez avoir en surface? Je ne sais pas vraiment si ça a modifié, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est en termes, alors sans être non plus un extrémiste, sur l'écologie et surtout sur ce que souvent on voit par terre à plein d'endroits. Ici commence la mer, et moi je le vois vraiment que tous les trottoirs, c'est là que commence la mer. Tous les déchets, et encore j'en parlais tout à l'heure, on a fait une épave, la nouvelle épave elle est remplie de déchets, mais des déchets humains, des déchets qui ont été charriés par les pluies, par tout ça. Et donc, en fait, je suis encore plus sensible, oui, au fait que notre action terrestre a un impact énorme dans le monde subaquatique sous-marin et sur sur la faune et la flore. Et donc, les déchets qu'on trouve dehors, on les retrouve dans notre assiette, au final. Audrey, même question qu'à Guillaume sur la notion de changement qu'a peut-être impliqué le fait de pratiquer régulièrement la plongée sous-marine dans la vision que vous avez de la vie, de votre vie, peut-être? Eh bien, en fait, c'est simple. Dès qu'on commence à me parler de plongée, je ne m'arrête plus. On est vraiment dans un monde à part, en fait. Quand on est sous l'eau, effectivement, c'est un monde ultra zen, on est en apesanteur, et à la fois, on profite de ce moment parce qu'on sait que ça a un temps limité, mais en même temps, on est ailleurs, quoi. On flotte, on doit rester concentré puisque on a quand même une mission à accomplir. On n'est pas là pour... On n'est pas là pour faire de la plongée loisir. Si on est sous l'eau, c'est qu'on doit prendre des mesures, on doit faire des photos, on doit trouver des indices. Donc on doit quand même rester concentré et être vigilant aussi par rapport à notre binôme. Donc on doit quand même rester concentré. Mais malgré ça,
On se sent très très zen, quoi. On se sent vraiment bien, on a envie de rester plus longtemps. Ça recoupe la question de tout à l'heure, mais on sait que le temps étant fini, il faut remonter, il faut repartir, voir les soucis et autres du quotidien qu'on avait complètement oubliés sous l'eau. Grégory, les expériences que vous racontent vos scaphandriers, ça recoupe un peu ce que nous indiquent Audrey et Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a sous l'eau, il y a une notion de liberté. Là, je pense que je vais laisser parler Andrea tout à l'heure. Je ne suis pas totalement sûr qu'il y ait cette même notion de plénitude en métier de scaphandrier, parce qu'il y a quand même des activités qu'ils peuvent faire. Quand on leur met une perfo de 10 kilos à l'air dans les mains, je ne suis pas sûr que ce soit très très agréable tous les jours. Donc je la laisserai s'exprimer là-dessus tout à l'heure. Après, par contre, moi, pour avoir fait de la plongée loisir, oui, c'était mon petit moment de plénitude du week-end. Et c'est vraiment ça qui m'a donné aussi envie. Alors moi, je travaille plus du coup au-dessus de l'eau. Et mon tout premier métier est aussi lié à ce métier, à l'eau, puisque c'était l'océanographie. Donc ça m'a plus donné cette passion de travailler sur et sous l'eau, parce que ça reste aussi un élément qu'on ne maîtrise pas. Donc on n'est pas tous les jours dans une zone de confort, quoi. Il y a toujours un petit côté imprévu, un côté qu'on ne maîtrise pas. Donc on ne travaille pas 100% en zone de confort, quoi. Il y a toujours des nouveautés tous les jours, quoi. Alors vous évoquiez la présence d'Andrea avec nous. Voilà. C'est une de vos scaphandrières. Alors c'est notre seule scaphandrière dans l'entreprise, parce qu'elles sont quand même relativement rares même dans le métier globalement en France. Et oui, on a la chance d'avoir une scaphandrière depuis quelques années, quoi. Alors Andrea, je vais venir près de vous pour vous poser quelques questions. Ensuite, on prendra les questions du public ou de ceux qui suivent le streaming sur Internet. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Il y a combien de temps que vous êtes devenue scaphandrière pour la société Océlian ? Donc moi, ça fait 5 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à connaître ce parcours professionnel ? La plongée loisir, donc lors d'un baptême, la découverte de ce monde donc sous-marin. Et puis après, c'est vrai que l'envie de faire un métier un peu à part, relever des défis au quotidien. Et c'est vrai que le métier de scaphandrier, en plus d'être manuel, est un métier vraiment très complet et complexe aussi. Donc finalement, on apprend tous les jours. Et c'est ça qui m'a plu en fait dans ce métier. Alors, Grégory parlait de couteau suisse tout à l'heure sous l'eau, c'est-à-dire que vous, dans une journée, potentiellement, vous pouvez être soudeuse, maçonne, j'essaie de féminiser tous les mots, ou peut-être intervenir pour détecter des munitions. Oui, tout à fait. Déjà, il y a une grosse préparation de chantier et qui est quotidienne. Donc quand on arrive sur le chantier, on doit préparer tout un tas de matériel et de moyens pour ensuite travailler. Comme disait Grégory, on est limité à 3 heures, mais finalement 3 heures sous l'eau dans une journée, c'est pas beaucoup. Donc faut s'imaginer toute la phase de préparation et de désinstallation ensuite du chantier, de repli de chantier à la fin de la journée. Vous avez plongé dans la région du Havre ? Oui, on plonge tous les jours. Et est-ce que c'est un univers particulier par rapport à d'autres zones en France où vous avez pu travailler ? Déjà, oui, c'est vrai qu'on parlait de visibilité tout à l'heure. Et nous, en tant que scaphandriers, 90% du temps, on ne voit pas nos mains. Ni si on a les yeux ouverts ou fermés. C'est vrai qu'on fait tout au toucher, en fait. Et on travaille comme ça, relié au compresseur ou au rack d'air, qui est soit sur le bateau, soit sur le quai. Et du coup, on est constamment attachés et en permanente communication aussi avec nos collègues. Donc finalement, nous, on n'est pas libre du tout. Et le moindre effort sous l'eau nous est retenu, finalement. Donc dès qu'on veut taper avec une massette sur un filetage ou quoi sous l'eau, il faut déployer encore plus de force qu'à l'air. Donc ça met parfois plus de temps. Et sans visibilité, les choses sont vraiment au ralenti, quoi. Une dernière question, quand vous évoquez votre profession avec des gens qui ne la connaissent pas, qu'est-ce que ça amène comme commentaire ou comme question ? Vis-à-vis de moi, vous voulez dire ? Ouais. Souvent, les gens sont étonnés parce que, de par mon gabarit, ils s'imaginent que c'est souvent que des hommes déjà et puis des grands costauds. Et au final, c'est vrai que il n'y a pas forcément besoin. Bien sûr qu'il y a besoin de force,
Mais finalement, ce qui est beau dans ce métier-là, je pense que ce serait d'amener plus de mixité, puisque du coup, c'est ça qui fait aussi la richesse des chantiers aussi, des points de vue, de comment on peut améliorer les choses et d'autres sortes de techniques et de moyens mis en œuvre pour avancer sur le chantier, quoi. Donc, je pense que la mixité est la bienvenue dans ce métier-là. Bah oui, la mixité, c'est une richesse dans ce domaine-là comme dans d'autres. Est-ce que vous avez des questions, les unes et les autres, à poser à nos experts ou peut-être à Andrea qui vient de s'exprimer? N'hésitez pas, on est entre nous. Côté streaming, est-ce que sur le chat, ok, pas de questions, ça prouve qu'on a été complet, exhaustif. Personne ne souhaite interroger nos... Oui, je vous passe le micro. Je suis ancien scaphandrier. Je vois que le côté professionnel pour la sécurité, ça n'a pas changé, quoi. C'est pas considéré comme un travail pénible. Parce que lorsqu'on arrive en fin de carrière, il nous reste ça à la canne. Vous avez été scaphandrier combien de temps? J'ai été 30 ans scaphandrier au port autonome. J'ai fait tous les travaux du quai de l'Atlantique, le port d'Antifer et l'écluse François Ier. Et c'était un hasard professionnel qui vous a orienté vers ce métier? 12 ans dans la marine que dans les commandos. Et ensuite, j'ai été embauché au port pour le port d'Antifer. Et j'ai fait mes 30 ans. Et alors 30 ans, c'était trop pour vous? Bah non, c'était pas trop, mais si vous voulez, j'aurais dû partir en retraite plus avant, que ce soit considéré comme travaux pénibles. Alors ça fait quelques années où c'est sans pénibilité, mais c'est vrai que ça reste encore réduit. Les différentes entreprises françaises essayent de faire progresser ça, mais aujourd'hui, il y a quelques points, mais c'est uniquement les plongées à plus de 12 mètres qui sont reconnus, et il faut de mémoire en faire une 60aine dans l'année. Donc c'est vrai que nous, en France, majoritairement, ils sont sur des plongées inférieures à 12 mètres, donc ils ont très peu la pénibilité. Et au final, une plongée, c'est vraiment la zone 0-10 mètres qui est impactante. Après, c'est effectivement, on emmagasine plus d'azote, mais aujourd'hui, c'est le passage 0-10 mètres qui est le plus délicat, quoi. Et on peut faire un accident à 3 mètres comme on peut faire un accident à 45 mètres. Donc c'est le côté-là est un peu compliqué, effectivement, au niveau de la pénibilité. Est-ce que c'est un secteur qui peine à recruter? Ça dépend. Alors, il y a quelques années, il n'y avait que l'INPP qui formait en France. Maintenant, il y a plus d'écoles. Alors, hélas, l'INPP a fermé il y a quelques temps. Donc, il n'y a plus que 2 écoles. Donc, en gros, chaque école forme... Qui sont situées où? Vous pouvez nous le rappeler? Tribordin et puis l'ENS dans le sud. D'accord. Donc, en gros, je crois que chaque école doit faire 2 sessions par an de formation. Donc il n'y a pas énormément de scaphandriers qui sortent de l'école tous les ans. Et au bout de 2 ans, il y a quand même beaucoup de scaphandriers qui abandonnent le métier aussi, quoi. Peut-être par pénibilité, par manque de travail, pour pas mal de raisons, quoi. Aussi peut-être parce que ça reste un métier difficile et que... Peut-être se fixer géographiquement aussi. Voilà, ça reste un métier de déplacement, donc déjà... c'est une contrainte supplémentaire. Et puis après, quand la pénibilité du travail, c'est pas toujours hyper agréable de travailler en Manche. Mais nous, ils peuvent aussi travailler en station d'épuration, faire du milieu ionisant. Donc ça reste encore plus les stations d'épuration ou les égouts, ça reste quand même aussi des endroits pas très agréables, quoi. Même si le matériel est adapté, pour autant, voilà, ils sont quand même dans les égouts. Les conditions de travail sont difficiles. Ou dans des stations d'épuration, quoi. Dernière question, il est presque 19h30 pour Audrey et pour Guillaume. Le meilleur moyen de s'initier à la plongée, ce serait lequel selon vous pour ceux à qui on aurait donné l'envie d'essayer? Alors pas forcément pour en faire un métier ou pour en faire une assiduité comme c'est le cas d'Audrey, mais simplement pour découvrir le monde sous-marin.
Il faut aller sur la barrière de corail, c'est ça? Non, parce que la barrière de corail est relativement inaccessible depuis notre France. Donc je pense que déjà on peut se retourner auprès des associations. Moi, par exemple, mon fils fait de la plongée, alors parce que peut-être que papa est assez sensible au sujet, mais vous avez quand même dans les associations beaucoup de gens qui sont aussi passionnés que nous par la plongée, voire même plus, parce qu'ils le font gratuitement, alors que moi je suis payé pour le faire. Donc ils sont sûrement beaucoup plus passionnés que moi. Ils sont très accessibles généralement, parce que ça fait vivre leur club. Les jeunes sont l'avenir des clubs. Donc je pense que dès qu'on a envie, que ça soit à partir de 8 ans jusqu'à, je dirais, 70 ans, bon, à 70 ans, on fera peut-être pas ne pas hésiter à taper aux portes des associations, des clubs de plongée qui, je pense, et j'en vois dans la salle, qui se feront un plaisir d'accueillir les gens qui veulent découvrir la plongée, avant même de vouloir faire un métier qui, comme l'a dit Grégory, qui est difficile, qui en plus en Manche-Mer du Nord est encore plus difficile, et donc il faut être sûr de ce qu'on fait, parce que si c'est pour s'engager et puis au bout de 2 ans arrêter, bon, je dirais pas que c'est du temps de perdu, c'est de l'expérience, mais oui, ça demande des compétences, de l'expérience, et quand on est dans une entreprise, on veut des gens qui soient passionnés et qualifiés pour faire un travail de qualité, et qui est pareil pour moi en tant que gendarme. Si je veux un plongeur qui arrive, je veux un plongeur passionné par ce qu'il fait, parce que c'est le meilleur moyen de redonner un travail de qualité. Mais sinon, pour les gens qui veulent découvrir, n'hésitez pas à aller dans les associations, ils se feront un plaisir. Audrey? Je suis assez d'accord. Est-ce que le GRIEM donne des baptêmes, propose des baptêmes de plongée à certains moments de l'année? Non. Non, nous on est vraiment... alors on n'aurait pas le temps. Nous on est vraiment spécialisé sur la recherche d'épaves. D'accord. Donc nous on est tous minimum niveau 3, donc déjà un stade autonome jusqu'à 60 mètres pour la France. Donc mais pour notre travail, on va travailler à maximum 30 mètres pour la majorité d'entre nous. Et donc pas de baptême avec le GRIEM, mais effectivement apprendre à plonger dans les clubs locaux de plongée, c'est un excellent moyen d'appréhender le matériel, ou alors faire un baptême quand on part en vacances en mer chaude, et quand on revient vraiment améliorer, perfectionner sa technique. Mais une fois qu'on sait plonger en Manche, après on peut plonger partout. Ça c'est l'avantage. Vraiment. Vraiment, écoutez, je pense que c'est une très belle conclusion pour notre table ronde. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on peut les remercier en les applaudissant. Merci. Merci à vous. Pour ce moment partagé en immersion, je le disais. Je vous rappelle que le Havre Port Center sera ouvert au public ce samedi, le samedi qui vient, après-demain, ouverture de 11h à 18h. Et donc parmi les photographies et les expos que vous pourrez découvrir, il y aura quelques clichés qui ont été pris par les plongeurs et les plongeuses du GRIEM. Merci beaucoup à tous et à toutes, et on se retrouve bientôt pour une prochaine table ronde. Oui. Parce qu'il a un très bon esprit, il défend très bien ses plongeurs. Voilà. Félicitations Grégory. Merci à vous. Merci beaucoup.